Je m'appelle Solène Tessier, j'ai 34 ans, et je veux vous raconter ce Noël après-midi où un kit ADN acheté dans une boutique éphémère du marché de Noël à Poitiers a dissous l'histoire dans laquelle je vivais depuis ma naissance. C'est arrivé dans le salon de ma mère, celui avec la moquette couleur crème qu'elle protège depuis 1996, celui avec la crèche en bois sur le manteau de la cheminée qu'elle sort chaque 1er décembre, pièce par pièce, enveloppée dans du papier de soie, comme si c'était quelque chose de sacré. Celui où mon père s'endormait dans son fauteuil le soir de Noël, avec l'émission de variété qui tournait sur TF1, et personne n'éteignait, parce qu'on aimait tous, quelque part, ce fond sonore. Ma tante Nathalie portait un pull de Noël avec de vraies LED clignotantes intégrées. Je me souviens de ce détail très précisément, la façon dont les lumières continuaient de clignoter dans mon champ de vision, pendant que tout le reste dans la pièce se figeait. Les mains de ma mère étaient croisées sur ses genoux. L'odeur de la poularde rôtie flottait encore dans l'air. Le téléphone de Nathalie était posé sur la table basse, une appli ouverte sur l'écran, la barre de chargement avançait, et ma mère la regardait avec la façon dont on regarde quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. Elle savait déjà. Avant qu'un seul résultat soit apparu, avant que mon frère Mathieu fasse sa première blague, avant que Nathalie remplisse à nouveau son verre de crément, ma mère savait exactement ce que cet écran allait afficher. Je le voyais dans la façon dont elle s'était immobilisée. Pas une immobilité de nervosité, une immobilité finale. L'immobilité de quelqu'un qui a attendu 34 ans qu'une certaine porte s'ouvre et qui vient d'en entendre la poignée tourner. J'ai besoin que vous restiez avec moi dans ce salon 1 minute, parce que ce qui s'y est passé a changé tout ce que je croyais comprendre sur mon propre nom. Mais d'abord, si vous venez de trouver cette chaîne, ou si vous êtes là depuis un moment et que ça vous touche déjà quelque part de proche, cliquez sur j'aime, abonnez-vous pour ne pas rater la suite, et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre une histoire sur ce qu'on garde et ce qu'on cache à l'intérieur d'une famille. Je lis vos commentaires, je vous vois, et je veux vous avoir avec moi pour tout ça. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début. J'ai grandi à Châtellerault, dans la Vienne, dans une maison de plein pied en meulière au bord d'un lotissement. Mes parents s'appelaient Monique et Gérard Tessier. Ma mère gérait la maison comme elle gérait tout, avec efficacité, avec le sourire, et avec un type de contrôle tellement constant qu'on ne le reconnaît pas comme du contrôle avant d'être adulte. Le repas sur la table à midi pile. Les cartes de vœux dans les boîtes aux lettres avant le 1er décembre. Jamais de voix qui monte devant les invités. Pas parce qu'on faisait semblant que tout allait bien, mais parce que dans la vision du monde de ma mère, maintenir la forme d'une chose faisait partie de comment cette chose tenait. Si on gardait la structure se maintenait. Mon père Gérard était représentant commercial régional pour une société de fournitures industrielles basée à Poitiers. Il était en déplacement 4 jours par semaine, et quand il était là, il était chaleureux d'une façon légère. Le genre de chaleur qui donne le sentiment d'être tenu sans pour autant vous donner le sentiment d'être vraiment connu. Il prenait des photos lors de ma remise de diplôme à Lyon. Il avait fait le trajet en voiture pour être là. Il m'a prise dans ses bras au bon moment. Je l'aimais. Je veux être claire là-dessus. Je l'aimais complètement. Et je ne savais pas, avant mes 34 ans, que l'amour peut être réel et reposer quand même sur quelque chose qui a été décidé sans vous. Mon frère Mathieu a 3 ans de moins que moi. Il a exactement les yeux bleus de mon père, exactement la carrure de mon père, exactement la façon de pencher légèrement la tête quand il réfléchit à quelque chose. J'avais remarqué tout ça toute ma vie, et ça ne signifiait rien, comme les choses ne signifient rien quand on n'a pas encore de raison de regarder. On était une famille normale, une famille qui fonctionnait, une famille où les choses étaient gérées si habilement qu'il a fallu un pull de Noël clignotant et un kit ADN à 39 € pour révéler ce qui avait été géré avec le plus grand soin de tout. Ma tante Nathalie, la sœur cadette de ma mère, a toujours été l'imprévisible de la famille. Celle qui riait trop fort, qui portait les cheveux trop grands, qui arrivait aux réunions légèrement en retard ou légèrement trop habillée, souvent les deux. Elle n'a jamais été cruelle, elle n'a jamais été malveillante. C'était simplement une femme qui avait passé sa vie à être traitée comme la sœur moins sérieuse et qui avait décidé, à un moment, d'en faire toute sa personnalité. Elle avait acheté les kits ADN en guise de cadeau rigolo. Je vais être claire là-dessus aussi,
parce que ça compte pour la comprendre. Elle les avait apportés à Noël dans un sac en papier craft avec du papier de soie, 4 petites boîtes blanches, une par adulte, et elle les avait présentées avec la joie théâtrale de quelqu'un qui croit avoir trouvé la blague parfaite. Des kits ADN généalogiques, dit-elle en les sortant un par un. Je me suis dit qu'on devrait enfin savoir si on est vraiment de la même famille ou si on fait juste semblant. Mathieu a ri. Sa femme Aurélie a dit qu'elle en avait déjà fait un. Leur petite Lucie, 2 ans, était dans le coin en train de démolir méthodiquement un tas de papier cadeau. J'ai retourné la boîte dans mes mains en pensant, vaguement, que ce serait intéressant de voir les pourcentages européens. La part alsacienne. Ce genre de choses. Ma mère a ri aussi. C'était un vrai rire, dans le sens où c'est le rire qu'elle utilise quand une situation exige un rire. Je l'entends depuis toujours, et je n'ai jamais été capable de faire la différence entre celui-là et l'autre. Voilà à quel point elle est douée. Voilà depuis combien de temps elle s'y est entraînée. Nathalie avait déjà téléchargé l'appli. Elle photographiait les QR codes sur chaque boîte avec son téléphone, chargeait les profils préliminaires. On peut avoir les correspondances en 10 minutes, dit-elle. C'est dingue quand même, non? Nathalie, dit ma mère, un seul mot, ton léger. Le ton qu'elle utilise quand elle veut dire tout autre chose. Allez, dit Nathalie, et elle tendit son téléphone à Mathieu. Et c'est le moment que je veux vous faire comprendre, parce que c'est le moment où je l'ai senti pour la première fois. Cette chose spécifique qu'on ressent dans le corps avant que le cerveau ait rattrapé. Un changement dans la pression atmosphérique de la pièce. La sensation que quelque chose penche d'un degré dans une direction qu'il ne devrait pas prendre. J'ai regardé le visage de ma mère pendant que Nathalie configurait l'appli. Et j'ai vu le rire le quitter. Pas de façon spectaculaire. Pas d'une manière que Mathieu aurait remarqué, ni Nathalie, ni Aurélie. Juste parti. Remplacé par quelque chose pour lequel je n'avais pas encore de nom. Elle était assise très immobile, les mains sur ses genoux, elle regardait la barre de chargement sur le téléphone de Nathalie, et elle ressemblait à une femme qui venait de réaliser qu'elle n'avait plus de temps. Il existe une douleur spécifique dans le fait de regarder quelqu'un qu'on aime, réaliser qu'il est sur le point de perdre quelque chose qu'il a protégé très longtemps. Même avant de savoir ce que c'est, même avant de savoir ce que ça lui a coûté de le garder, même avant de comprendre que ce qu'il protégeait, c'était en partie vous, et en partie lui-même, et en partie la version de votre famille qui était réelle dans tout ce qui comptait, et un mensonge dans une seule chose qui comptait énormément. C'est ce que j'ai ressenti, assise dans le salon de ma mère ce Noël après-midi, dans le pull de mon père, avec sa montre au poignet, en regardant ma mère s'immobiliser. La barre de chargement continuait d'avancer. Lucie froissait du papier cadeau dans le coin. Mathieu lisait le dos de la boîte. Et je regardais les mains de ma mère se croiser et se décroiser sur ses genoux, et je pensais, elle sait déjà. Elle a toujours su. Et aujourd'hui, elle arrive au bout de la route. Je n'ai rien dit, j'ai juste regardé. Parce que regarder, c'est ce que je fais quand je ne sais pas encore ce que je regarde, et que j'ai besoin de comprendre avant de parler. J'ai toujours fait ça. Mon père disait que j'avais la patience de quelqu'un de bien plus âgé. Il le disait comme un compliment. Je l'ai cru. J'ai cru beaucoup de choses sur moi-même qui reposaient sur des fondations que je n'avais jamais été invitée à examiner. La barre de chargement est arrivée à 100%. Et ma mère a cessé de sourire. Les résultats de Mathieu sont apparus en premier. L'appli l'a signalé comme une correspondance forte avec le profil de ma mère. Lien maternel plein, net, sans ambiguïté. Et du côté paternel, un cluster solide de correspondances cohérent avec la lignée Tessier. La sœur de Gérard, ma tante Jacqueline, avait apparemment fait un test Ancestry 2 ans plus tôt, et son profil était dans le système. Les correspondances paternelles de Mathieu remontaient directement à elle. L'appli avait mis une petite coche verte à côté du groupe familial, comme si elle lui mettait une note. 100% un Tessier, comme on l'avait toujours dit. Il avait l'air satisfait de la façon dont Mathieu est satisfait par les choses qui confirment ce qu'il croyait déjà. Il a rendu le téléphone à Nathalie. Nathalie chargeait déjà le profil suivant. Le mien. Les résultats préliminaires se sont chargés par segments. Le lien maternel est apparu en premier. Correspondance pleine avec ma mère. Cette partie allait. Cette partie était ce qu'elle devait être. Et puis le côté paternel a commencé à se remplir, et j'ai regardé l'écran,
et là où les résultats de Mathieu avaient montré un cluster propre de noms Tessier, les miens montraient quelque chose de différent. Un groupe de correspondances entièrement distinct. Un autre regroupement de noms. Alsacien. Centré autour de Colmar. Aucune correspondance avec Jacqueline. Aucune correspondance avec la lignée Tessier. J'ai fixé l'écran pendant ce qui m'a semblé longtemps, mais qui ne devait pas dépasser 4 secondes. Puis j'ai levé les yeux vers ma mère. Et elle ne regardait pas le téléphone. Elle regardait le vide, ce point précis au-delà du sapin de Noël, au-delà de la fenêtre, au-delà du jardin, l'endroit où les gens portent le regard quand ils font les derniers calculs de quelque chose qu'ils calculent depuis très longtemps. Ses mains étaient complètement immobiles sur ses genoux maintenant. Elle avait arrêté de les entrelacer. Elle était arrivée quelque part. « Maman ?» j'ai dit. Juste ça. Mathieu a pris le téléphone des mains de Nathalie. Je l'ai regardé regarder l'écran. Regarder mes résultats, puis les siens, puis les miens à nouveau. J'ai regardé le moment où il a compris ce qu'il regardait. Ça lui a pris environ 4 secondes à lui aussi. Et puis son visage a fait quelque chose que je ne lui avais jamais vu faire. Il est devenu prudent. De la façon dont les visages deviennent prudents quand ils essaient de ne pas être celui qui dit la chose à voix haute. Nathalie a regardé ma mère. Ses boucles d'oreilles clochettes étaient parfaitement immobiles. Le pull de Noël clignotait. « On peut éteindre ce truc ?» dit ma mère. Pas une question. Et c'est là que je dois m'arrêter une seconde. Parce que je sais que certains d'entre vous qui regardent ça ont déjà été dans une pièce où quelqu'un a dit quelque chose d'un ton qui contenait une conversation entière que vous n'étiez pas censé avoir. Où la personne qui était supposée vous protéger a dit quelque chose qui révélait, en l'espace de 5 mots, qu'il y avait une porte dans votre maison depuis toujours. Une porte que vous ne saviez pas qui existait. Si vous avez déjà été dans cette pièce, si vous avez déjà senti le sol bouger sous un moment qui avait l'air complètement ordinaire de l'extérieur, je veux vous poser une question, et je le pense vraiment. Laissez-le en commentaire. Dites-moi ce que vous avez ressenti quand vous avez réalisé que ce que vous regardiez n'était pas ce que vous pensiez. Je les lis tous. Parce que je crois que beaucoup de gens ont été dans cette pièce et n'ont eu personne à qui le raconter. L'histoire continue. Ma mère n'a pas nié. C'est la première chose que je veux dire sur ce qui s'est passé ensuite, et je veux le dire clairement parce que ça compte pour comment vous la comprenez. Elle n'a pas nié. Elle n'a pas joué la confusion. Elle n'a pas regardé l'écran en disant que ça devait être une erreur, comme je m'y attendais à moitié, comme je crois qu'une partie de moi l'espérait pour pouvoir lui ouvrir une échappatoire. Elle a dit « J'ai fait un choix ». Ces 4 mots. Dans ce salon, avec l'odeur de poularde encore dans l'air, et Lucie qui froissait du papier dans le coin, j'ai fait un choix. Elle a dit que Gérard était mon père dans tous les sens qui comptaient. Elle l'a dit plus d'une fois. Elle a prononcé le mot « protégé » 3 fois. Une fois pour Gérard, une fois pour moi, une fois pour la famille. Et j'ai remarqué qu'elle n'a pas dit une seule fois qu'elle l'avait fait pour elle-même. Si c'était vrai ou si c'était encore de la gestion, je ne le sais pas encore entièrement. « Papa était au courant ?» j'ai demandé. La pause qui a suivi était sa propre réponse. Elle a duré peut-être 3 secondes. Mais 3 secondes de silence dans une pièce aussi immobile, c'est très long. Il s'en doutait, dit-elle finalement. On a décidé de ne pas approfondir. On a décidé. Je veux rester avec ces 2 mots un moment, parce que ce sont eux qui m'ont frappé le plus fort. Pas le résultat ADN. Pas même la confirmation que l'homme que j'appelais mon père n'était peut-être pas le mien biologiquement. C'était le « on ». C'était l'image de mes parents, Monique et Gérard, qui avaient fait 4 heures de route pour ma remise de diplôme à Lyon et étaient rentrés le soir même, assis ensemble, à un moment quelconque, quelque part, en train de décider. De regarder un enfant et de dire « le nôtre ». De plier la question en 2 et de construire une vie par-dessus. De décider que la forme de la famille importait plus que ce sur quoi elle reposait. Gérard m'a choisi. J'ai besoin de tenir ça. Gérard a regardé une situation qui aurait pu prendre 100 directions différentes, et il m'a choisi. A choisi d'être mon père, a choisi le nom, a choisi la montre qu'il me laisserait un jour, a choisi le pull que je portais le jour exact où le secret est mort. C'est un acte d'amour tellement grand que je ne peux pas le tenir à 2 mains sans en faire tomber quelque chose. Et c'est aussi une trahison tellement complète que j'en apprends encore la forme.
Je me suis levée. J'ai pris mon manteau à la patère près de la porte. J'ai dit « J'ai besoin de conduire ». Mathieu a dit « Sol ». Je reviens, j'ai dit, et je le pensais. J'avais juste besoin d'être en mouvement avant de pouvoir décider quoi faire de tout ce qui pesait dans ma poitrine. Le trajet que j'ai fait durait 47 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé l'horloge en partant et à nouveau en me garant sur le parking d'une station Total sur la nationale, où j'ai finalement laissé le moteur tourner au ralenti et me suis assise là, les mains sur les genoux. Sans rien faire. Juste assise avec le poids précis de 34 ans d'une histoire qu'on m'avait racontée avec quelque chose d'important passé sous silence. J'ai pleuré dans ce parking. Je déteste pleurer comme j'ai pleuré dans ce parking. Laid, incontrôlé, le genre qui fait mal à tout le visage. Je ne pleure jamais comme ça volontairement. C'est juste arrivé, de la façon dont les choses arrivent quand on a tenu quelque chose à bout de bras et que les bras lâchent. J'ai pensé à mon père. À la façon dont il penchait légèrement la tête quand il écoutait quelqu'un. À son odeur, eau de Cologne Roger et Galais et quelque chose de propre, le même adoucissant cajoline que ma mère achète depuis 40 ans. J'ai pensé à la montre à mon poignet gauche, qu'il avait portée tous les jours ouvrés pendant 22 ans et qu'il m'avait laissée sans un mot, parce que Gérard n'était pas un homme à laisser des mots, parce que Gérard communiquait son amour à travers les objets qu'il vous tendait, et les choix qu'il faisait discrètement, et les choses dont il ne vous a jamais fait sentir coupable de ne pas savoir. Il s'en doutait. Et il ne m'a jamais regardé différemment. Pas une seule fois en 34 ans. J'ai repris la route vers la maison de ma mère. Je ne sais pas exactement quand j'en ai pris la décision. C'était moins une décision qu'une direction que mes mains ont prise sur le volant. Quand je suis rentrée, le salon s'était réorganisé. Lucie dormait sur le canapé. Aurélie avait enlevé ses chaussures. Mathieu était en bout de table de la salle à manger, les deux mains autour d'une tasse de café, en train de regarder le bois. Et Nathalie qui avait apporté les kits, qui avait téléchargé l'appli, qui avait insisté quand ma mère avait dit son prénom de ce ton-là. Nathalie était assise en face de ma mère à la table de la cuisine. Sans crément, sans blague. Les lumières du pull de Noël étaient éteintes. Elle paraissait plus petite que d'habitude. Elle avait l'air d'une femme qui venait de comprendre, trop tard, exactement ce qu'elle avait fait. Elle m'a regardée en entrant et a dit « Je savais qu'il y avait quelque chose. Je ne pensais pas... Je ne savais pas que c'était... Je suis désolée, ma chérie. » Et puis ma mère a dit « J'ai des lettres. » Je me suis assise. Parce qu'il y a des moments dans une vie où quelqu'un dit quelque chose et que le corps prend la décision avant le cerveau. Et mon corps s'est assis à cette table parce que quelque chose en moi a reconnu ces mots, pas leur contenu, mais leur poids. Le poids précis de quelque chose qu'on a gardé dans une boîte au fond d'un placard pendant 34 ans, en attendant le moment où le garder devenait plus cher que le dire. Je me suis assise. Et elle est allée chercher la boîte. C'était une boîte à chaussures, marron, ordinaire, le genre de boîte qui contient une paire de Méphisto et qui sert ensuite à ranger les choses qui n'ont nulle part où aller. Elle l'a portée depuis le fond de la maison à deux mains, de la façon dont on porte quelque chose qu'on porte depuis très longtemps et qu'on a appris à faire paraître léger. Elle l'a posée sur la table de la cuisine entre nous. Elle ne l'a pas ouverte. Elle a posé sa main à plat sur le couvercle et elle a dit « Il s'appelait Jean-Louis Morin. C'était quelqu'un de bien. Il est mort en 2019. Il ne savait pas. Je me suis assurée qu'il ne sache pas. » La cuisine était très silencieuse. Mathieu s'était glissé jusqu'à l'encadrement de la porte sans que je l'aie remarqué. Nathalie tenait une tasse de café qu'elle ne buvait pas. « Pourquoi ?» j'ai dit. Pas comment, ni quand, ni tu en es sûr. Juste pourquoi. Parce que s'il avait su, dit ma mère, il y aurait eu une conversation. Et dans cette conversation, tout aurait changé. Et je n'étais pas en mesure de laisser tout changer. J'ai regardé ses mains sur la boîte. Les mêmes mains qui avaient préparé mes repas pendant 12 ans. Qui avaient fait un double nœud sur chaque paquet cadeau d'anniversaire. Un geste qu'elle tenait de sa propre mère. Qui avait plié le linge et signé les autorisations de sortie et tenu le volant de la Renault Espace chaque dimanche matin en allant à la messe, où elle s'asseyait au 3e rang à gauche et chantait les hymnes d'un alto clair et précis
qui portait juste assez loin pour que les gens autour d'elle l'entendent, sans que ça attire l'attention. Tu as laissé tout changer aujourd'hui, j'ai dit. Non, dit-elle, c'est Nathalie qui a laissé tout changer aujourd'hui. Une pause. Moi, j'ai laissé tout changer il y a 34 ans. Je ne te l'avais simplement pas dit. Et voilà la chose que je n'attendais pas. La chose qui m'a frappé plus fort que tout le reste, plus fort que le résultat ADN, plus fort que la confirmation, plus fort que la boîte sur la table. Ma mère ne demandait pas de pardon. Elle ne jouait pas la contrition. Elle ne faisait pas ce qu'elle avait toujours fait, gérer la forme d'un moment jusqu'à ce qu'il devienne quelque chose avec lequel tout le monde pouvait vivre. Pour la première fois de ma vie, elle me parlait d'adulte à adulte, comme quelqu'un qui avait fait un choix, qui en comprenait le coût, et qui n'allait pas m'insulter en faisant semblant que ce coût était plus petit qu'il n'était. C'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait jamais dite, et c'est ce qui m'a ouverte en deux, d'une façon que le résultat ADN n'avait pas fait, parce que le résultat ADN, c'était une information. Mais là, c'était ma mère, enfin, à 61 ans, dans sa cuisine un soir de Noël, choisissant d'être réelle avec moi. Elle a fait glisser la boîte vers moi sur la table. Je l'ai prise. Je veux vous dire quelque chose avant d'aller plus loin, parce que c'est le moment de cette histoire auquel j'ai le plus pensé. Plus qu'à la confrontation, plus qu'au résultat qui se chargeait sur le téléphone de Nathalie, plus qu'à n'importe quoi d'autre. C'est le moment qui revient quand je conduis la nuit et que la route est vide, et que mon esprit va aux endroits qu'il rejoint quand personne ne regarde. Je tenais une boîte à chaussures que ma mère avait gardée au fond d'un placard pendant 34 ans. Dedans, des lettres écrites par un homme que je n'avais jamais rencontré, à une femme qui est devenue ma mère, sur quelque chose qui est devenu ma vie. Et dans ma main gauche, à mon poignet, la montre de l'homme qui avait su, qui s'en était douté, ce qui revient presque au même, et qui avait choisi, chaque matin pendant 34 ans, de mettre ses chaussures et de venir à table quand même. Si ça vous fait quelque chose de la façon dont ça m'a fait quelque chose, si vous sentez quelque chose bouger dans votre poitrine en ce moment pour lequel vous n'avez pas tout à fait de mots, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est une chose simple. Mais vous être là pour ça compte plus que je ne saurais le dire. Parce que je n'ai jamais raconté cette histoire à voix haute avant. Pas comme ça. Et j'ai besoin que quelqu'un soit de l'autre côté. J'ai rapporté la boîte chez moi. Je ne l'ai pas ouverte à la table de cuisine de ma mère. Je n'étais pas prête à lire ces lettres devant d'autres gens, même les gens qui savaient déjà. Je l'ai portée jusqu'à ma voiture, posée sur le siège passager, attachée avec la ceinture de sécurité. Je ne sais pas pourquoi, c'était automatique, ça m'a semblé nécessaire. Et j'ai repris la route vers Lyon. Le trajet a duré 1 h 40 dans le noir, entre les éclairages de l'autoroute, la radio éteinte, juste le bruit du moteur et ma propre respiration, et la boîte sur le siège à côté. Je jetais des coups d'œil vers elle de la façon dont on regarde quelque chose qu'on n'est pas encore prêt à regarder en face. Comme regarder le soleil. Comme regarder quelque chose qui a été dans le noir très longtemps et qui risque d'être différent à la lumière de ce qu'on avait imaginé. Je suis arrivée chez moi à 21 h 15. J'ai fait du thé, pas parce que j'en voulais, mais parce que j'avais besoin de quelque chose à faire avec mes mains pendant les 4 minutes que met la bouilloire à chauffer. Je me suis tenue dans ma cuisine dans le pull de mon père, le pull de Gérard, je l'appelais encore le pull de Gérard, je l'appelle encore le pull de Gérard, ça ne va pas changer. Et j'ai regardé la boîte sur la table de la cuisine et j'ai pensé « D'accord, d'accord ». Je me suis assise et je l'ai ouverte. Les lettres étaient attachées avec de la ficelle de cuisine. C'est le premier détail qui m'a frappée. De la ficelle de cuisine, cette praticité domestique, la façon dont ma mère avait utilisé la même ficelle qu'elle emploie probablement pour ficeler la poularde de Noël, pour lier 34 ans de quelque chose qu'elle n'avait jamais pu renvoyer et qu'elle n'avait pas pu jeter. Il y avait 11 lettres. Je les ai comptées avant d'en lire une seule, étalées sur la table comme si j'organisais un dossier, ce qui est probablement la chose la plus solenne Tessier que j'aurais pu faire dans ce moment-là. Les cachets postaux dataient de 1989 et 1990. Colmar, Haut-Rhin. L'adresse de retour était écrite à la main dans la cursive soignée et précise d'une personne qui avait appris la calligraphie à l'ancienne et la prenait au sérieux. J'ai pris la première lettre. Jean-Louis Morin écrivait comme les gens écrivaient des lettres en 1990, sans hâte, avec attention,
en supposant que la personne qui lirait avait le temps de lire lentement. Il écrivait sur la lumière de novembre dans les Vosges, qu'il décrivait comme entrant de côté en fin d'après-midi et donnant à tout l'air d'être quelque chose qu'on devrait retenir. Il écrivait sur un colloque auquel il avait participé à Strasbourg. Il écrivait sur une femme qu'il y avait rencontrée, quelque chose qu'il avait dit, quelque chose de petit, quelque chose de spontané, et qu'elle avait ri de ça, et que ce rire l'avait fait sentir, il écrivait, à nouveau lui-même. Il écrivait sur ma mère. Il écrivait sur elle de la façon dont on écrit sur quelqu'un quand on fait très attention à chaque mot, parce qu'on sait que les mots sont la seule chose qu'on a et qu'on veut les utiliser exactement comme il faut. Il n'écrivait pas de façon dramatique. Il n'écrivait pas avec l'urgence de quelqu'un qui conduit une liaison, ce pourquoi je me préparais sans le savoir. Il écrivait comme quelqu'un qui avait trouvé quelque chose d'inattendu dans un endroit où il ne s'attendait pas à le trouver, et qui essayait d'être honnête sur ce que ça signifiait, sans être imprudent. Il ne savait pas pour moi. Il a écrit 11 lettres et dans aucune d'elles il ne savait pour moi. Ma mère avait déjà fait son choix au moment où la première lettre était arrivée. Elle les avait gardées, les 11, dans l'ordre chronologique, attachées avec la ficelle de cuisine, et elle n'avait plus répondu après la 8e. Les 3 dernières lettres de Jean-Louis Morin étaient plus courtes, plus prudentes. La dernière disait simplement qu'il comprenait, qu'il lui souhaitait tout le bien du monde et qu'il espérait qu'elle était heureuse. C'était en 1990. Je suis née en 1991. Je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai lu les 11 lettres 2 fois. Mon thé a refroidi. Dehors, le quartier était silencieux de la façon dont les quartiers sont silencieux un soir de Noël. Ce calme particulier d'une fête qui a fini d'avoir lieu. J'entendais le réfrigérateur. J'entendais l'horloge au-dessus de la cuisinière. J'entendais, très faiblement, le son de ma propre respiration. Jean-Louis Morin est mort en 2019. Ma mère me l'avait dit. Il ne savait pas. Il a écrit 11 lettres à une femme rencontrée lors d'un colloque, et dans la dernière, il lui a souhaité tout le bien du monde, et puis il a vécu le reste de sa vie sans jamais savoir qu'il existait quelqu'un dans le monde qui tenait de lui ses yeux gris-vert et sa façon de regarder une pièce. J'ai pensé à ça longtemps, puis j'ai pensé à Gérard. À Gérard qui se levait à 5h30 chaque matin de semaine pour faire du café avant de prendre la route. À Gérard à ma remise de diplôme à Lyon avec l'appareil photo. À Gérard me laissant la montre sans un mot, parce que Gérard communiquait en objets et en choix et dans le silence précis d'un homme qui décide quelque chose et n'éprouve pas le besoin de l'annoncer. Il avait décidé que j'étais sa fille. Chaque jour, pendant 34 ans, il avait décidé que j'étais sa fille. J'ai refermé la boîte. Pas de la façon dont on ferme quelque chose avec lequel on en a fini. De la façon dont on ferme quelque chose vers lequel on sait qu'on va devoir revenir. Je l'ai posé sur l'étagère de ma chambre, entre le roman que je n'arrive pas à terminer depuis 6 mois et la photo de moi et Mathieu au lac quand j'avais 8 ans et lui 5. On plissait tous les deux les yeux dans le soleil et aucun de nous ne savait rien. J'ai refait du thé. Je me suis rassise. Et quelque chose dans la pièce, quelque chose en moi, avait changé d'une façon pour laquelle je n'avais pas encore de mots. Pas mieux, pas moins bien, pas résolu, juste différent. Comme si une fenêtre avait été ouverte dans une pièce qui avait été close très longtemps, et que l'air qui entrait était froid, mais que c'était de l'air. Je n'étais pas brisée. J'étais, si quelque chose, davantage. Les jours qui suivent Noël ont une texture particulière. Les décorations sont encore là, mais la raison pour laquelle elles sont là est passée. La nourriture est presque finie. La maison ressemble à un décor de théâtre après la représentation, tout encore en place, légèrement vidé. J'ai passé le 26 décembre seule dans mon appartement, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. Je suis sortie marcher le matin sans mon téléphone. J'ai fait une soupe à partir de 0 l'après-midi, le genre qui demande 3 heures et fait sentir tout l'appartement comme si quelque chose de bien était en train de se passer, ce qui était le cas, d'une façon discrète qui n'avait rien à voir avec personne d'autre. Mathieu a appelé à 16 heures. Il a appelé parce que Mathieu est un homme qui traite les choses lentement et honnêtement et qui ne dit rien avant de savoir ce qu'il veut dire. Et à 16 heures le 26 décembre, il avait trouvé ce qu'il voulait dire. « Je ne sais pas quoi dire, dit-il.
J'ai essayé de trouver depuis hier et vraiment je ne sais pas. T'as pas à dire quelque chose, je lui ai dit. Je sais, dit-il, mais j'en ai envie. Il y a eu un silence. Le genre de silence avec lequel Mathieu est à l'aise, d'une façon que la plupart des gens ne sont pas. C'était ton père, dit-il finalement. Quoi que ce truc ait dit. C'était ton père et il le savait. Je n'ai rien dit pendant un moment. Ouais, j'ai dit, il le savait. On est resté en ligne encore 20 minutes sans en reparler. Il m'a raconté que Lucie s'était levée à 6 heures du matin pour finir les bredelles de Noël. Je lui ai parlé de la soupe. À la fin, il a dit « Appelle-moi quand tu veux », et j'ai dit « Je le ferai ». Et on le pensait tous les deux de la façon précise dont les gens pensent les choses quand quelque chose est arrivé qui leur a rappelé ce qui compte. Je veux vous dire ce qui s'est passé avec ma mère. Pas parce que c'est satisfaisant, ça ne l'est pas, pas exactement, mais parce que c'est vrai, et la vérité des familles est rarement simple. Ma mère ne s'est pas effondrée après Noël. Ce n'est pas qui elle est. Elle est allée à la messe le dimanche. Elle a envoyé son bulletin de janvier à l'association paroissiale. Elle a démonté la crèche le 2 janvier, pièce par pièce, a enveloppé chaque figurine dans du papier de soie, les a replacées dans leur boîte dans l'ordre précis qu'elle utilise chaque année. Elle a fonctionné. Elle a toujours fonctionné. Fonctionner, c'est ce qu'elle sait faire quand tout le reste est flou. Mais quelque chose s'était déplacé dans la façon dont elle était perçue. Pas de façon spectaculaire, pas publiquement, juste la façon précise dont les choses se déplacent dans les petites villes, quand les gens qui vous connaissent assez bien pour lire entre les lignes commencent à lire entre des lignes différentes. Nathalie n'avait rien dit, Mathieu n'avait rien dit. Mais ma mère savait que les secrets ont une physique. Ils ne disparaissent pas, ils se redistribuent, ils s'installent dans les gens qui les portent et modifient le poids que ces gens portent partout. Elle m'a appelée dans la 2e semaine de janvier. Elle a dit « Je voudrais te voir ». J'ai dit « Je sais ». Elle a dit « Je ne te demande pas de pardon, je veux être claire là-dessus. Je te demande l'occasion de te connaître comme j'aurais dû te connaître. » Je suis restée avec ça un long moment. « Ça va prendre du temps », j'ai dit. « Je sais, dit-elle, j'ai le temps. » Je l'ai cru. Pas complètement, pas encore, mais assez pour dire « je viens en février », et puis aller effectivement en février. On s'est assis à la table de la cuisine, la même table, les mêmes chaises. Elle a fait du café et j'avais apporté un gâteau de la boulangerie près de chez moi, et on a parlé pendant 3 heures de choses dont on n'avait jamais parlé. Pas du secret en particulier, juste des choses réelles, des choses difficiles. Le genre de choses dont on peut finalement parler quand le système de gestion a été démonté. Ce n'était pas une réconciliation, c'était le début d'une possible réconciliation. Il y a une différence, et je suis assez adulte pour la connaître. Nathalie est passée ce jour-là aussi, vers la fin. Elle a frappé et s'est tenue dans l'embrasure de la porte avec son manteau encore sur elle, pas sûre d'être la bienvenue, et je lui ai dit d'entrer et d'enlever son manteau, et elle l'a fait. Elle s'est excusée de la façon dont Nathalie s'excuse, d'un seul coup, complètement sincèrement, légèrement trop. Je lui ai dit qu'elle avait fait quelque chose dont elle ne mesurait pas le poids. Elle a dit qu'elle le savait. Je lui ai dit que ça ne rendait pas la chose acceptable. Elle a dit qu'elle le savait aussi. Tu m'as aussi, j'ai dit, donné quelque chose dont j'avais besoin. Elle m'a regardé une seconde. Les lettres, j'ai dit. Elle a hoché la tête lentement. Puis elle a dit, Est-ce que c'était quelqu'un de bien? Oui, j'ai dit. Je crois que oui. Elle a serré les lèvres et regardé la table. Bien, dit-elle. C'est bien. Nathalie ne sera jamais une figure simple dans ma vie. Elle est la personne qui a apporté la chose qui a tout fracturé, et aussi la personne qui s'est assise en face de ma mère dans cette cuisine, avec ses lumières de pull éteintes, et n'est pas partie. Ces deux choses sont vraies en même temps, et j'apprends à les tenir toutes les deux sans avoir besoin de les résoudre en une seule. Il y a quelque chose que j'ai écrit, dans la 3e semaine de janvier, assise à ma table de cuisine avec la boîte ouverte devant moi, et les 11 lettres étalées comme je les avais étalées la première fois. Je n'écrivais pas pour quelqu'un en particulier. J'écrivais pour moi, comme je le fais parfois quand j'ai besoin de comprendre quelque chose et quand parler à voix haute ne m'y amènerait pas. J'ai écrit « Les gens qui m'ont choisi savaient quelque chose que je ne savais pas.
Ils savaient que le choix était un choix. Et ils l'ont fait quand même, chaque jour, de la façon petite et quotidienne qui est la seule façon qui compte vraiment. Gérard m'a emmené au foot le samedi pendant 6 ans. Il s'est assis sur des gradins en métal sous la pluie pendant 6 ans. Il s'est endormi pendant le discours de remise de diplôme à Lyon. Pas pendant ma remise à moi, pendant le discours du recteur. Il était réveillé pour la mienne. Il me l'a dit après. Il a dit qu'il n'avait pas fermé l'œil pendant la mienne. Et il avait pris des photos, et on était rentrés le soir même. Il m'a choisi de la façon dont on choisit quelqu'un quand on n'en fait pas une annonce. Quand on se lève, simplement, et qu'on est là. C'est ce que je veux retenir. Pas le secret, pas les lettres, pas la barre de chargement et le pull clignotant et les mains de ma mère qui s'immobilisent. Je veux retenir que Gérard Tessier s'est levé chaque matin pendant 34 ans et a décidé, sans fanfare, que j'étais sa fille. Et que quelque part en Alsace, un homme nommé Jean-Louis Morin a écrit 11 lettres soignées à une femme rencontrée lors d'un colloque, lui a souhaité tout le bien du monde, et n'a jamais su que la plus belle chose qu'il n'ait jamais su vivait à Lyon avec ses yeux gris-verts. Avant de vous laisser, je veux vous poser une question. Est-ce que quelqu'un a jamais fait un choix à votre place, discrètement, sans vous le dire, un choix qui lui a coûté quelque chose, que vous n'avez découvert que plus tard, et qui a changé la façon dont vous comprenez son amour? Laissez-le en commentaire. Je le pense vraiment. Je les lis tous, et je veux savoir. Parce que je crois que beaucoup de gens portent ça sans avoir jamais eu l'occasion de le déposer quelque part. Si cette histoire est restée avec vous, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine. Partagez-la avec quelqu'un qui a grandi dans une famille où les choses étaient gérées plus qu'elles n'étaient dites. Quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que la version d'eux-mêmes construite sur une histoire incomplète est quand même réelle, est quand même la leur, est quand même suffisante. À très bientôt. Un mardi soir de février, j'ai mis le pull de Gérard et je suis sortie de Lyon sur la nationale, sans destination précise, juste pour conduire de la façon dont je conduis quand j'ai besoin d'être en mouvement. Je suis allée jusqu'à la limite du département, et puis j'ai fait demi-tour et je suis rentrée. Les routes étaient vides. Le ciel était ce noir d'hiver particulier qui semble proche, comme un plafond bas. La radio était éteinte. J'ai pensé à Gérard dans son fauteuil à Noël, endormi avec TF1 qui continuait, et nous tous qui laissions le son parce qu'on aimait ça. J'ai pensé aux mains de ma mère sur la boîte. J'ai pensé à la main de Mathieu sur la mienne à cette table de cuisine, qui ne disait rien, juste là. J'ai pensé à la lumière de novembre dans les Vosges, qui entre de côté en fin d'après-midi. Je m'appelle Solène Tessier, j'ai 34 ans, et je comprends enfin que l'histoire de qui je suis n'était pas un mensonge. Elle était juste plus grande que la version qu'on m'en avait donnée. Et j'en apprends encore, lentement, les contours.